Bonsoir à tous, bonsoir à toi Christine et bienvenue dans une petite question à mon praticien Ayurveda. Donc ce soir, nous recevons donc Christine Villarme, conseillère consultante ayurvédique. Bonsoir tout le monde, bonsoir Noélie. Merci pour Donc cette invitation sympathique. bienvenue à toi et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc déjà, présente-toi ton activité en quelques mots. En quelques mots, eh bien, en fait, je suis conseillère consultante en Ayurveda depuis 3 ans maintenant. J'exerce sur Brest et j'accepte aussi très volontiers les rendez-vous en visio, malgré que l'essentiel de mon activité soit sur Brest. D'accord. Première question, l'Ayurveda pour toi, c'est quoi? Alors, ça, c'est une vaste question. En fait, c'est vraiment une passion. J'expliquerai après, je pense, pourquoi. Et puis, bien sûr, c'est mon activité professionnelle depuis 2019. Et surtout, c'est un mode de vie, puisqu'ensuite, avec l'Ayurveda, pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien, on voit les choses un petit peu différemment. On les voit sous le filtre des lunettes ayurvédiques et ça va changer progressivement des choses, aussi bien dans les habitudes alimentaires que dans l'hygiène de vie, que vous le vouliez ou non. Une fois que vous avez fait la connaissance avec l'Ayurveda, ça va forcément changer quelque chose. Super, merci à toi. La deuxième question, comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, en fait, l'Ayurveda a croisé ma route il y a très très longtemps, euh, il y a au moins 25 ans. J'étais tombée sur un livre parce qu'à l'époque, j'étais en formation d'éducateur sportif. Et donc, je traînais très régulièrement sur la FNAC et compagnie. Et je suis tombée sur un petit livre. Et je ne sais pas pourquoi, à l'époque, ça n'a pas du tout retenu mon attention. J'avais compris que l'Ayurveda était strictement végétarien. J'ai relu le livre dernièrement. Il n'y avait pas du tout marqué ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas être prête à ce moment-là, du coup, pour plonger dans le grand bain. Et j'ai découvert l'Ayurveda, redécouvert vraiment en 2015. Je suis tombée en fait sur une émission que certains connaissent parce que quand j'en ai parlé sur mon compte, moi, j'ai eu plein de personnes à me dire ah oui moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai découvert sur l'émission de Yogi Cameron et forcément ça a été le coup de foudre. J'ai découvert comme ça. Et comme j'étais sur une période de vie avec voilà, un changement de vision suite à un deuil, disons que c'est tombé, je pense, à un très bon moment euh, dans mon projet parcours de vie et projet professionnel. Ok. Est-ce que tu te rappelles tes premiers rendez-vous, ou en tout cas tes premières consultations et quels souvenirs tu en gardes? Alors, je me rappelle très bien, euh, malheureusement. J'étais complètement focalisée sur la constitution de naissance. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à réfléchir à autre chose qu'à la constitution de naissance. Donc, je détaillais la personne. Je ne sais même pas si j'étais. Enfin, il fallait vraiment que je revienne à moi pour bien me concentrer plutôt sur le déséquilibre parce que pendant tout le rendez-vous, je pensais qu'à ça. C'était vraiment pas évident puisque dans les débuts, souvent, on a tendance à transférer en fait sur soi des choses. Du genre à repérer un trait de caractère chez l'autre et à se dire ah ok donc elle a la même constitution que moi. Voilà, j'avais vraiment une difficulté avec ça. C'est de l'empathie en fait, mais c'est un peu trop embêtant des fois. Voilà, donc, je me rappelle c'est ça. Et puis j'avais l'impression de pas assez donner de recommandations ayurvédiques à mes clients, parce que patient c'est pour les médecins. Ouais, c'était un peu frustrant au final. Bon, là, non. Depuis, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que je sais pas, là, comme j'ai commencé en fait à exercer et j'étais éducatrice de santé en Ayurveda, donc il me restait encore un an de formation, ce qui fait que j'ai eu et des rendez-vous
professionnelle, et aussi des consultations en troisième année de conseiller consultant en Ayurveda. Et je crois que du coup, je ne sais pas combien de consultations j'ai fait cette année-là, mais après, voilà, ça m'a donné confiance en moi à force de pratiquer. Mais c'est vrai que les premiers rendez-vous, rassurez-vous, si vous débutez en tant que praticien, voilà, c'est toujours un petit peu frustrant en fait. Ben, les gens C'est étaient sûr. contents, hein. Mais moi j'étais, moi j'étais quand même frustrée et je passais enfin voilà, je sais pas, un rendez-vous qui pouvait durer 2 heures et je sais pas, ils allaient durer 3, 4 heures. Enfin, j'étais fatiguée pour la journée après quoi. Je peux comprendre. Et puis avec toute Heureusement cette que j'avais pas pression beaucoup de des rendez-vous premières à ce fois. moment-là. Ouais, heureusement, j'ai pas beaucoup de rendez-vous à ce Ouais. moment-là parce que la première année, je pense que, je sais pas, 2 rendez-vous par mois, ça devait me suffire, quoi. Parce que en plus, bon, avec la conseiller consultant par-dessus, ça me suffisait amplement, quoi. C'était Je pense, assez lourd. j'imagine. La quatrième question, alors tu y as répondu déjà directement te présentant, mais donc plutôt direct et ou visio. Et donc si tu es plutôt direct, ta ville. Hmm. Bah, je suis plutôt aux consultations directes, malgré que j'accepte des consultations visio, parce que, bien sûr, pas tant par rapport à un problème de pouls, parce que au final, j'essaye d'aiguiller un petit peu les gens à prendre leur pouls. Alors, même si c'est voilà, un indice est moins fiable que mon propre ressenti. Puis j'ai un autre outil qui me permet de pallier à ça, mais c'est surtout que lorsqu'on n'a pas la personne en face de soi, directement dans la même pièce, on ne peut pas bien observer sa réaction aussi aux questions. Parce que ce qui est important dans, par exemple, l'analyse de la constitution de naissance, c'est pas tant les réponses de la personne que de la façon dont elle va les formuler, la façon dont elle va bouger les yeux, dont elle va se tenir sur le siège, si elle va être hésitante ou pas. Et ça, en visio, on le voit, bien sûr, on voit un petit peu comme ce qui se passe. Oui, mais Mais pas la autant. personne peut tricher, elle peut quand même être dans le contrôle. On va pas voir, par exemple, les mouvements de ses pieds, de ses jambes. On peut très Oui. bien être statique et Mm. contrôlé sur le haut du corps, sur le regard, etc. Mais au final, avoir les pieds qui bougent, les jambes qui Oui, bougent, voilà, ça et l'énergie aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas encore développé des capacités pour sentir l'énergie de la personne en visio, malgré que au fur et à mesure ça s'affine. C'est-à-dire qu'on peut très bien sentir l'énergie de la personne dans une pièce par rapport aux éléments qui sont dans sa constitution. Euh, donc savoir ce que l'on ressent, est-ce qu'on ressent les qualités des éléments en fait qu'il y a en elle, est-ce qu'on ressent de la chaleur, de la lourdeur, de la légèreté, etc. Et ça en visio, ça passe pas encore, hein. c'est pas au point. Par contre, en visio, comme je te disais, pour pallier à ce manque de relationnel avec la personne, etc., ce que j'ai comme outil, c'est la lecture du thème natal en astrologie védique, auquel je me suis formée la dernière année, non, les 2 dernières années. Et ça permet en fait de pouvoir avoir des indices sur la constitution de naissance de la personne dans son thème natal de naissance. Donc l'un dans l'autre, au final, je m'y retrouve pas mal. Mais c'est vrai que je peux pas prendre le pouls profond, par exemple, le Oui. pouls profond de constitution de naissance en visio. Donc je dirais que dans l'absolu, allez toujours vers des praticiens qui sont à côté de chez vous par rapport à cette histoire-là, mais que si vous n'en avez pas, parce qu'il n'y a pas de praticien ayurvédique à tous les coins de rue pour l'instant en France, donc vous pouvez toujours consulter en visio. En général, si la personne est bien formée, elle va quand même pouvoir déterminer votre constitution et votre déséquilibre. C'est voilà. Puis surtout qu'en visio, souvent on passe plus de temps, on est encore plus, C'est juste encore, différent. on fait encore plus attention. C'est
peut-être même des fois pas plus fiable, mais ouais, on fait vraiment encore plus. Enfin, moi en tout cas, je fais encore plus attention. Je pense quelqu'un en visio que quelqu'un en présentiel pour vraiment déceler tous les petits indices. Je demande aux Oui, gens de m'envoyer des photos aussi. les deux sont différents et ont leurs avantages et inconvénients de toute façon. C'est ça. Et là-dessus, c'est plus C'est ça. la question est vraiment dans cette notion de il y en a qui ont des préférences, il y en a qui font les deux, il y en a qui préfèrent vraiment une des deux pratiques. Et du coup, j'aime bien poser cette question pour voir parce que c'est vrai que ça dépend des goûts aussi et des aspirations de chacun et le ressenti. La consultation sera forcément différente. On n'y perd Mais pas ou on n'y gagne pas forcément des choses. C'est non, c'est différent. ça. En visio, il y a un avantage par contre, c'est que je vois l'intérieur de la personne, enfin l'intérieur de Oui, l'invité, son environnement, ouais. l'environnement. Et ça, c'est intéressant. Ça m'est arrivé des fois de demander à la personne si ça ne la dérangeait pas de se déplacer dans son environnement pour avoir des informations supplémentaires. Après, il y a des personnes qui sont libres de refuser, mais effectivement, ça, c'est intéressant. Et ça, je ne peux pas le faire quand j'ai la personne en face de moi. Donc, après, il faut être malin. C'est ça. Et puis oui, les deux ont leurs inconvénients et Ouais, avantages. exactement. La cinquième question, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection? Eh bien, j'ai pas de spécialité parce que ça fait donc 3 ans que j'exerce, donc voilà, je reçois tout le monde ici au cabinet, qui est chez moi sur mon domicile, aussi bien des hommes, des femmes. Je pense que la spécialisation, c'est quelque chose qui vient plus avec la pratique et le temps. Après, est-ce que j'ai des préférences? Hmm, Que ce soit pour un domaine ou bonne un public, par question. exemple, ou Bah, une pathologie, ou non, après, au niveau des préférences, enfin, au niveau des spécificités, c'est vrai que moi, j'aime bien, enfin, maintenant, je me sers systématiquement du thème natal de naissance parce que je peux y voir la constitution, mais je peux aussi y déceler en potentiel, c'est pas forcément obligatoire, mais potentiellement des déséquilibres de la personne. Une petite anecdote là-dessus. Donc, une fois, je fais un thème comme ça et je me rends compte que toutes les planètes sont bien, enfin, tout va bien. Sauf, voilà, il y avait une configuration particulière et là, je me suis rendu compte que la personne allait avoir un feu digestif extrêmement faible. Bon, c'était peut-être le cinquième thème que je faisais, donc je me suis dit, bon, je suis pas mal à Myanmar, donc tout va bien se passer. Et effectivement, la personne que j'ai en rendez-vous vient, rien à signaler, sauf que ça faisait genre 20 ans qu'elle n'arrivait pas, enfin voilà, c'était compliqué au niveau digestif, alors elle essayait plein de choses, mais il n'y avait rien qui passait, enfin son feu digestif est complètement à la rue. Donc, ouais, des fois ça me surprend quand même c'est fou, hein. ce qu'on peut déceler avec l'astrologie védique. Puis moi, je suis une baby Jyotishi. J'ai fait que la partie santé, donc c'était une formation un petit peu lourde, mais c'était pas non plus une formation de plusieurs années. Et rien qu'avec ces bases-là, déjà, on peut commencer à voir un petit peu euh, les systèmes dans le corps qui vont être peut-être un petit peu plus faibles chez la personne et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus de l'Ayurveda entre guillemets classique, hygiène de vie, alimentation, plantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus pour potentialiser tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être une particularité de ce que je fais. Oui, on peut qualifier ça comme une spécificité quand même, qui s'ajoute à ton bilan. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu as le plus gagné avant et après l'entrée de l'Ayurveda dans ta vie ou la mise en place de l'Ayurveda dans ta vie? Alors, ben, l'Ayurveda, ça m'a été très utile parce que lorsque j'ai commencé ma formation, donc c'était en juin 2017, j'étais en excès de pitta, mais alors voilà, énorme excès de pitta. Ma thérapeute à l'époque, qui était également ma formatrice, m'a dit: je ne comprends pas comment ton système n'a pas lâché avec une aggravation de pitta à ce point. Donc c'était très rassurant.
Et du coup, bah voilà, avec l'Ayurveda, j'ai réussi. J'ai fait une fibroscopie à l'issue de ça parce que j'avais des douleurs au niveau de l'estomac. Et en fait, j'avais une gastrite érosive. Ah ouais, donc, Donc, il y avait c'est de déjà quoi. un stade, voilà, c'est déjà un stade de gastrite sympathique. Ça peut se transformer en ulcère, c'est pas mal. D'ailleurs, je servais de modèle dans ma formation pour le coup Pita. C'était voilà, c'était sympa. J'étais un peu cobaye. Et donc j'ai vraiment été suivie par cette thérapeute et formatrice pendant bien 1 an, voire 1 an et demi. Et à l'issue des différents conseils qu'elle m'a donnés, eh bien, j'ai toujours ma gastrite, je suppose. J'ai pas vraiment envie de retourner faire une fibroscopie. Parce que bon, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas très agréable. Mais en tout cas, je devais prendre des antiacides, puisque c'est ce qu'on donne en médecine conventionnelle, pour calmer l'acidité gastrique. Je n'en ai jamais pris. Et là, ce qu'on m'avait dit, bah, il faudra prendre des antiacides toute votre vie et puis voilà, éviter un certain nombre d'aliments, dont le café, les tomates, l'alcool. Enfin, vous connaissez le truc, les épices. Effectivement, j'ai évité pendant un certain temps tout ça, mais à l'heure actuelle, je peux en reconsommer de façon occasionnelle et ça me pose aucun problème. Donc c'est vrai que voilà, je pense que j'ai échappé à l'ulcère C'est grâce un à sacré l'Ayurveda. gain. Donc je pense qu'en termes de gains, ça c'est pas mal. Et puis ça donne voilà, une meilleure écoute de soi globalement, une plus grande bienveillance aussi envers soi-même. Ce qui pour quelqu'un de Pita comme moi, c'est pas négligeable. Parce que sinon, on peut être un petit peu dur avec soi lorsqu'on a un peu L'exigence. trop de Pita, des exigences. Et du coup, l'Ayurveda, ça permet de se dire, bon, ok, on Hein, se on lâche un pose. petit peu. On se Voilà, calme. c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est, franchement, si vous êtes Pita, vous savez ce dont je parle, c'est pas du tout un détail. Parce que le lâcher prise chez un Pita, si on n'y arrive pas, ça peut causer des dégâts physiques, psychologiques. Non, c'est pas un détail. Oui, oui, on est bien d'accord. Quel est toi ton rituel favori ou en tout cas ce qui te plaît le plus dans les choses que tu pourrais avoir mis en place de l'Ayurveda? Il y en a plein. Eh oui, je sais. Il y en a plein. Je crois que celui que je fais tout le temps, c'est le verre d'eau chaude ou tiède. Voilà, parce que bon, moi, forcément, l'été, j'évite quand même que ce soit trop chaud. Ça, c'est vraiment systématique. Après, c'est vrai, selon les saisons, ça peut changer. Par exemple, au printemps, ce que je vais vraiment adorer faire, c'est le Jalaneti, qui n'est pas forcément ayurvédique, hein, c'est une pratique yogique au Yogique, départ, oui. mais je trouve ça super chouette pour tout ce qui est allergie. Et de façon générale, mon préféré, c'est l'auto-massage à l'huile avant la douche. Ça. Alors, je change les huiles, hein, ça passe de l'huile d'olive à l'huile de sésame, à l'huile de coco, à l'huile de tout ce qu'on veut. Et je crois que ça, c'est mon petit truc préféré. Ouais. Je sais pas, toi, Noémie, c'est quoi ton truc Ah, moi, préféré? on m'a pas encore demandé. Moi, j'avoue Ah que, oui. alors, surtout l'hiver et l'automne, ouais, les massages, l'automassage, moi, Ouais. alors, avant d'être dans l'Ayurveda, je suis aussi praticienne en massage, mais je me massais très peu moi-même. Et j'ai pris cette habitude-là. C'est la première conseillère que j'ai consultée qui m'a insisté, étant très vata. Donc, pour ce côté très asséché. Et puis là, avec l'âge, j'ai des signes qui s'amplifient. Et j'avoue que ça, c'est un rituel que j'ai pris goût à faire. Au début, c'était une corvée hein, que je m'imposais. Je le cache pas. Maintenant, ça devient un besoin. Même les fois où je me dis, par exemple, pendant une semaine, je me fous la paix. Au bout de 3 jours, j'ai envie de me masser, quoi. Ça, c'est devenu presque un besoin tellement j'y prends du plaisir et que j'en ressens vraiment les bienfaits profondément Ah oui, dans surtout mon l'hiver. hygiène de vie. Et en routine, moi, la plus, celle qui m'a le plus apporté,
C'est pas vraiment, enfin c'est un rituel aussi, c'est d'avoir changé mes heures de coucher et de réveil. Ouais, J'y très bien. croyais longtemps pas du tout. Pourtant, je m'intéressais à beaucoup de médecine alternative, naturelle et tout. Et tout recommande de se coucher tôt, de se lever tôt et d'être en phase avec l'horloge biologique et la nature. Et ce que je comprenais tout à fait. Mais dans ma tête, j'étais en mode non, moi je suis à part 1 heure du mat, 9 heures du mat. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me va, machin. Ça va aller, Sauf ça va que passer. j'avais une énergie super en dents de scie, quoi. Et Sophie, une de mes conseillères, m'a dit, j'insiste un petit peu, essaye et teste quand même 2, 3 semaines de te coucher tôt, de te lever tôt, et tu verras par toi-même. Essaye. Et bon, comme je suis pas têtue, j'ai dit, bon, je vais quand même l'écouter, essayer. Et je reconnais qu'en 2, 3 semaines, j'ai senti que ma vitalité était plus du tout la même, qu'elle était beaucoup plus linéaire et qu'elle durait dans la journée. Et ça m'a rééquilibré sur beaucoup de choses. Juste ça, changer mon heure de coucher et de lever. Et rien que ça, Ah, j'étais mais épatée par la conséquence sur tellement de choses que ça a eu dans ma vie, quoi. là, ça m'étonne pas. À ce sujet-là, d'ailleurs, pour ceux qui sont pas encore convaincus par les heures de coucher et de lever, avant, j'ai eu plusieurs vies avant l'Ayurveda. Donc, j'étais coach sportif et je me rappelle d'une dame qui systématiquement arrivait avant son coaching fitness, enfin voilà, physique, sportif, on va dire, systématiquement, elle arrivait avec, et je m'en parle vraiment, une bassine, vous voyez, les petites bassines, là, avec une bassine de plein de trucs, compléments alimentaires, huile essentielle, j'avais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Une fois, j'ai mis le nez dedans, je sais pas ce que c'est ce combo-là. Sinon, elle était pas bien. Donc, elle sans ça, donc elle avait en plus déclenché une addiction Ben oui. à ça. Et en fait, eh bien, cette personne-là, qui était du coup hypocondriaque et certainement limite borderline dépressive et tout ce qu'on veut, eh bien, elle se couchait régulièrement, alors que c'est une personne à la retraite, de soixantaine, peut-être même 65 ans. Elle se couchait à 1 heure, 2 heures du matin pour faire sa lecture et elle se plaignait le lendemain matin, en se levant à 11 heures, midi, un truc complètement aberrant, qu'elle n'avait pas d'énergie ensuite dans la journée. C'est bizarre. Donc, Ah, effectivement, si je l'avais eu sous la ouais. main maintenant, je la remettrais un petit peu dans les cases parce qu'effectivement, si on a des heures de coucher, de lever, de repas qui sont pas réguliers, en plus, si on a un déséquilibre vata, là, c'était dû à l'âge, ça va pas aller en s'améliorant, hein. Donc, ouais, ouais, c'est super important. Et c'est vrai qu'on dit ça à nos clients. Alors, je vous dis pourquoi je dis client. C'est parce que, en fait, le mot patient, c'est fait pour les médecins. Eh bien, la personne nous regarde avec des grands yeux en se disant oui, c'est tout. Ouais, et alors quoi? Et alors, ça peut vraiment faire une grosse différence sur le niveau d'énergie, l'état de fatigue. Ouais, Mais moi, ça m'étonne je pas l'ai quoi. vraiment ressenti en plus très vite. J'étais épatée par la rapidité d'adaptation, on va dire, au corps et d'amélioration face à cette routine. Et là, maintenant, les rares fois où je fais des écarts, je sens tout de suite la différence, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. C'est Alors moi, pour la impressionnant de se petite histoire, dire c'est que l'auto. juste Ouais, ça, vas-y. quoi. De Ah se dire oui. juste ça, juste d'avoir changé son heure de coucher. Mhm. C'est C'est ça, impressionnant. exactement. Mais moi, c'est vraiment le massage parce qu'ici, en fait, je suis à Brest. Et Brest, le temps, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu, je vais pas faire la pub pour la ville. Donc c'est vrai qu'on a un joli littoral et c'est très sympathique. Mais par contre, le temps, c'est un petit peu costaud. Il y a beaucoup de vent. Il peut y avoir certains automne, hiver, printemps, même été, beaucoup de pluie. Dans une même journée, on peut avoir de la pluie, du vent, du soleil, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu le massage à l'huile, ça permet vraiment d'être en paix C'est avec les éléments équilibré. extérieurs. Ouais, c'est On est un mode d'accord. de survie ici, hein. Alors, Vas-y. j'ai un petit interruption qui a 7 ans. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Hein. Oui, mais après, ça.
La huitième question, à contrario, as-tu des écarts ou des choses qui ne sont pas encore très ayurvédiques dans tes habitudes? Ah bah oui, bien sûr, vous vous en doutez. Jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais plein d'écarts, plein. Et puis, notamment dans ceux qui sont les mieux pour Pitta, à savoir le café et puis Forcément. l'alcool. Deuxième interruption. Il a 10 ans cette fois-ci. J'espère que je n'aurai pas à avoir l'interruption de grandes personnes. C'est bon, on va y arriver. Et du coup, c'est pour ça que la visio, bah, c'est bien des fois, mais des fois, c'est voilà. Vie ma vie quoi. Du coup, qu'est-ce que je te disais, Noélie c'était quoi déjà? Attends, la petite Des question. écarts. Ouais, les écarts. Les écarts. Eh bien, justement, donc on avait quoi avant? Le café, l'alcool, voilà, c'était super. L'excès de sport, parce que mine de rien, le sport c'est bon pour la santé, mais quand on fait trop, C'est comme tout, faut pas en abuser. t'es pas terrible non plus. Bon, maintenant, je fais peut-être pas assez, donc c'est pas terrible non plus, mais ça va venir. Et là, ce qui reste surtout, c'est le fromage de chèvre. J'adore le fromage de chèvre. Ça, j'en avais parlé un jour et j'adore. C'est un petit péché mignon, je crois que je pourrais. Voilà. Le roquefort, donc vous imaginez bien que sur un tempérament pita, c'est pas terrible non plus. C'est pas l'idéal. Non, surtout que c'est du fromage de brebis, du lait de brebis, donc c'est très chauffant pour l'organisme, voilà. Et puis le chocolat. Ah, noir, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Et c'était soit je gardais le chocolat, soit je gardais le café, parce que j'ai déjà fait des interruptions de chocolat, bon, j'augmentais le café, et l'inverse aussi. Donc je me suis dit, bon, vu les effets du café sur moi, c'était pas, voilà, le café sur un tempérament Pitta, c'est pas génial. Surtout qu'on a des enfants. Ça C'est crée déjà un un peu, café naturel. ça crée un peu plus de tension. Et surtout quand en plus votre conjoint il est aussi Pitta. Waouh, oula, oui, d'accord. Donc on va éviter tout ça. Et là je me suis dit, il faut vraiment que j'applique On va certains conseils. réduire. Ça va sauver ma vie globalement, ma vie de couple, ma relation avec mes enfants. Ouais. Et alors là par contre pareil, hein, si petit conseil, Pita, franchement, on adore l'amertume. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est là où le chocolat noir est intéressant. C'est que moi j'adore quelque chose qui est amer régulièrement. Du coup, le café c'est surtout pour l'amertume. Hein. Je prends un peu de chicorée, maintenant les infusions, tout ça, de l'orge aussi. Enfin j'aime bien quand c'est un peu amer. Mais c'est sûr que ça ne me convenait pas du tout, du tout, du tout. J'étais complètement comment expliquer, enfin irritée. Je partais au quart de tour. Oui, Donc ben oui, hein. voilà, donc De l'excitant sur un tempérament de feu, pour ceux qui savent pas trop ce qu'est Pita, c'est un peu faire ça. Donc, sur des pas tempéraments dits terrible. de feu, on évite de rajouter de l'excitant. C'est ça, c'est pas terrible. Et alors dommage pour nous parce que quelqu'un qui est pita, ce qu'il adore, c'est les sensations fortes et les excitants. Encore plus lorsqu'on est en déséquilibre pita. Donc moi c'était plus mon cas, mais même sans ça, tu sens quand même qu'il y a une nette attirance pour des choses un petit peu addictives. Donc c'est sûr que c'est vraiment un grand pas quand vous pouvez enlever le café. Moi quand j'ai des patients qui me demandent mais combien vous buvez de café 1,5 litre. Ah oui, ok. Donc vous êtes en dépression, bah oui, enfin, forcément là. Ouais. Non, mais le café c'est vraiment banalisé comme boisson, Oui. mais ça devrait pas. C'est vraiment une boisson qui a des effets. Alors, sur un tempérament kappa, ça peut peut-être le faire, mais ça a quand même des effets assez délétères globalement. Vu nos modes de vie qui Oui. sont pas très imposants, ça Et en rajoute voilà. beaucoup. De toute façon, on a beaucoup de choses comme ça dans l'alimentation de nos jours qui sont un peu banalisées et qu'on sait qui sont C'est plus que ça. gravement
une atteinte pour la santé et l'équilibre C'est ça. Dans le plan très national clairement. santé, vous le regardez, il y a une consommation d'alcool, je sais plus ce que c'est, à raison d'un ou deux verres par jour, tous les jours. Enfin, c'est noté noir sur blanc, hein, vous pouvez aller constater sur Ah oui, oui, voilà, le plan national santé. Bah non, l'alcool, c'est pas fait pour être consommé tous les jours. Enfin, si c'était le cas, ça se ferait, je pense. Donc, je crois que c'est pas une bonne idée. on est D'après moi. d'accord. La neuvième question, quelles sont tes envies et projets pro à venir si tu en as? Bah oui, j'en ai, forcément. Eh bien, dans mes envies, déjà, il y a l'envie très forte d'aller faire un voyage d'études en Inde, parce que j'ai jamais eu encore cette occasion, ou en tout cas, j'ai pas voulu la prendre parce que bah, j'ai deux petits garçons, hein, comme vous avez pu le constater, qui sont encore quand même assez jeunes. Ils n'ont pas de relais familial, c'était pas forcément une bonne idée de partir faire un voyage d'études en Inde. Donc ça, c'est un projet, c'est sûr. Après, moi, je fais partie sinon de la FFA. Et donc ça, c'est de pouvoir faire connaître et reconnaître l'Ayurveda en France. Donc c'est très important que je garde cette fonction. Moi, je suis au sein du cercle service. Alors, je souris, c'est pas que je me moque, mais c'est que c'est marrant que tu me dis que tu es au sein de la FFA et que tu veux faire connaître l'Ayurveda. Parce que tu Ouais, verras la question bonus du praticien précédent, ce sera très approprié. ok, j'attends avec impatience. Et puis voilà, donc ça c'est important. Donc c'est vrai que par exemple cette année j'ai pas pu y consacrer beaucoup de temps parce que j'avais une formation en yoga thérapie par ailleurs. Mais c'est vraiment voilà quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, et je vous dirai pourquoi parce que c'est la personne que je vais nommer après a un rapport avec ça. Et puis j'aimerais proposer alors comment expliquer un programme de formation en ligne, mais pas pour s'auto-diagnostiquer, plutôt pour essayer voilà, de comprendre euh, les conseils de votre thérapeute ayurvédique préféré. Donc, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Parce que moi, j'aime bien quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un, c'est de lui expliquer quand même un minimum les doshas, les principes d'Agni, les principes. Alors, je vais pas trop loin parce que sinon ça durerait 3 jours. Et donc, je me dis que j'aimerais bien, en fait, créer une formation qui soit pour rendre la personne plus ou moins autonome, une fois qu'elle a les conseils de son praticien, pour un peu s'auto-checker au quotidien, du type regarder sa langue, regarder, et oui, on passe notre temps à regarder dans la cuvette des toilettes, donc voilà, et qu'elle puisse en fait être acteur de son propre changement, de son propre bien-être. Alors, soit vous n'avez pas de déséquilibre et du coup, ça vous permet un petit peu de voir comment votre corps réagit. Soit si vous en avez un, vous avez les conseils d'un thérapeute en Ayurveda de voir, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que j'aime pas trop cette idée de, bah voilà, tu fais ça, tu suis ça, et puis voilà. C'est sûr que les déséquilibres sont très importants. Là, on ne peut pas expliquer à la personne tout dans le détail, pourquoi tu lui donnes tel plan, tel truc et tout. Tu peux, mais voilà, des fois, c'est trop compliqué. Oui. Mais dans des cas de déséquilibre simple, les petits bobos du De quotidien, j'ai surface. mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, j'ai mal je sais pas, j'ai mal au ventre pour mes règles, ou des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire de façon un peu autonome Oui. si on a reconnu les signes de déséquilibre et si on les a compris. Donc voilà, c'est un chouette projet. Très intéressant. Ouais. Et ça, normalement, je démarrerai en septembre avec 10 personnes qui seront en mode testeuse. Ok. La 10e question, qui souhaites-tu voir passer à son tour en interview? Ah, bonne question. Alors, moi, donc, en interview, j'aimerais bien voir Dorothée de Madhira Ayurveda.
Et donc, une femme, une praticienne en Ayurveda que j'ai rencontrée via la FFA, qui en est d'ailleurs la vice-présidente, et avec qui je collabore sur le cercle service avec d'autres personnes. En fait, au départ, on était dans le groupe des membres fondateurs de la FFA, et puis on s'est dit, mais tiens, comment on pourrait aider les gens si les personnes s'intéressent à l'Ayurveda, comment on peut faire pour qu'au niveau législation, les gens et même les thérapeutes soient dans les clous. Parce que moi, j'avais pas forcément réussi à trouver des informations juridiques et j'avais à l'époque pris un rendez-vous avec une avocate spécialisée en bien-être. Et donc, j'avais eu toutes les infos. Et c'est comme ça, en échangeant toutes les deux, et puis après à 3, à 4, à 5, à 1, qu'est née la FFA sur comment avoir une pratique reconnue en France et un peu homogénéiser en fait les pratiques pour qu'on ait un même discours auprès des gens et que du coup, qu'il y ait une vraie crédibilité par rapport à l'Ayurveda, ce qui, en France, pour l'instant, des fois, comme les discours sont un peu différents, les gens, ça les aide pas à nous donner du crédit, quoi. Donc, c'est Dorothée. Et je pense que c'est une personne qui a maintenant, si je ne me trompe pas, je crois une quinzaine d'années de pratique de l'Ayurveda. Et je pense qu'elle pourra nous éclairer et puis nous donner des bons conseils pour nous en tant que jeunes praticiennes. Super. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment chouette de l'avoir en interview avec toi. Super. Et donc, les deux questions bonus, la question du précédent et toi, celle que tu souhaiteras poser. Donc, la question du précédent, qui était Annie, donc la précédente, c'est si tu avais une baguette magique, comment ferais-tu pour que l'Ayurveda soit plus reconnu sans dénaturer l'essence même de l'Ayur? Ah J'ai une baguette ah! magique. Super C'est la pour ça question. que j'ai souri quand tu as dit que tu étais dans la FFA pour faire connaître l'Ayurveda, parce que je me suis dit la question pouvait pas tomber mieux. Merci Karel de cette question magnifique. Annie, C'est qui a posé? Annie. Annie. Oui. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je ferais pour faire connaître l'Ayurveda, c'est ça, Oui. sans dénaturer avec une baguette magique. Eh ben, je ferais ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire peut-être avoir des plus, bon là c'est sous forme de formation, mais peut-être plus d'événements ou une émission qui serait tous les jours à la télé, par exemple, pour donner des conseils ayurvédiques, mais pas forcément des conseils de saison, parce que je cherche ça dans la gorgée. Les conseils de saison, je suis un peu fâchée avec. Parce que, par exemple, les conseils de saison estivale, la Ritucharya, eh bien, c'est problématique parce qu'au départ, les conseils de saison ont été faits pour être appliqués par des personnes en bonne santé pour rester en bonne santé. Voilà. Donc, si quelqu'un qui a un déséquilibre, on va dire, pour faire simple, kappa, se met à appliquer stricto sensu les conseils de la saison Pitta, ça peut peut-être un petit peu être gênant. Voilà. Donc pas ce genre d'émission là, pas ce genre de truc un peu rapide, mais vraiment une petite émission pédagogique où on va t'expliquer c'est quoi l'agni, c'est quoi machin, etc. avec un petit exercice, une petite chose à essayer. Et puis des événements qui seraient dans toutes les villes, par exemple. Alors, encore mieux, dans les écoles. Oui. Les écoles, parce que même si les enfants n'ont pas leur constitution de naissance qui est OK, en tout cas, ça pourrait les amener à prendre conscience de leur force, prendre conscience des éléments qui sont en eux, prendre conscience qu'il y a des aliments, que ça va être bon pour eux, des aliments, c'est peut-être un peu moins bon. Et ensuite, voilà. Un Et programme, puis voilà. ça serait vraiment plus prendre la santé à la chaîne de la base parce que moi je travaille dans les écoles
et les déséquilibres sont déjà nombreux très jeunes. Mhm. Je suis très très choquée même parfois de voir comme dès la maternelle, il y a des enfants qui ont clairement des gros déséquilibres et que Voilà, super. Donc, du coup, bah, tu vas pouvoir ça, agir. ça tiendrait à pas grand-chose en plus parfois pour certains de les rééquilibrer, réguler justement, d'en parler, l'heure du coucher, du lever, Mhm. refaire attention à deux, trois aliments comme toi tu disais aussi tout à l'heure. Mhm. Et ça changerait déjà la donne. Moi, ça me chagrine parfois parce que les enfants sont pas maîtres de leur santé, vu qu'elles dépendent de leur environnement et de voilà. Et moi, enfin, il y a 20 ou 30 ans, au risque de passer pour une vieille avant l'heure, et je voyais pas autant d'enfants aussi déséquilibrés si jeunes et si tôt. Donc c'est vrai que ton idée là si on avait une baguette magique de pouvoir Ouais. intervenir dans les écoles, ouais, ça serait Intervention dans les génial. écoles avec, voilà, je sais pas, pour leur faire découvrir les différents goûts, leur faire observer en eux les éléments, que voilà, c'est pas juste à l'extérieur, ça peut être aussi à l'intérieur, que comment tu te sens quand il fait chaud, je sais pas, ça peut être des choses simples, comment tu te sens quand il fait froid, qu'est-ce que ça te fait, est-ce que, voilà, plein de choses comme ça. Alors c'est vrai qu'après, ils sont moins sensibles que nous puisqu'ils sont en âge capable, mais je pense que ce serait vraiment Ouais, mais chouette de faire prendre conscience de tout ça, ils quoi. sont super réceptifs, hein. Moi, je sais que les premières fois que j'ai proposé mes ateliers bien-être, sur le coup, je me suis dit, mais quelle idée t'as eue? C'est des gosses, ils s'en foutent. Et en fait, ils sont super réceptifs et ils adorent. Donc, je pense que ça serait super productif. Mais bon, ça demande du boulot C'est et chouette, des sacrées démarches. tu es institutrice ou tu interviens juste comme ça dans Alors, les non, écoles? moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que je suis dans le bien-être et développement personnel. Donc, je suis aussi professeure de développement personnel, mais je suis aussi enseignante d'anglais parce que passionnée d'anglais et diplômée à l'international en anglais. Et du coup, j'ai des classes dès la maternelle jusqu'à des étudiants post-bac. Ah, super. Et je constate aussi beaucoup de choses et de déséquilibres et à tous les âges d'ailleurs, mais les enfants, c'est ce qui me chagrine le plus, je dirais. Ouais. Et ça sera intéressant pour les ados aussi, hein, parce que les ados, ils auraient bien besoin d'un petit conseil ayurvédique. Moi, j'ai vraiment pas hâte d'avoir mes ados là. Bon courage! Ouais, c'est ça. Mais moi, les enfants sont assez réceptifs parce que tu vois, bon, j'ai pas mal d'épices à la maison et j'ai mon petit garçon là qui a 10 ans. Et alors voilà, lui, son trip, il est hyper sensible. Essaie de sentir les épices, Ah, super. deviner les épices, goûter. Bon, après, des fois, il y a des surprises, mais ouais, ouais, ça serait chouette. Ok, donc après la question du précédent, toi, quelle question souhaiterais-tu poser à un praticien Ayurveda? Eh bien, moi, par exemple, comme je t'avais dit que c'était peut-être Dorothée, eh bien, j'aurais bien aimé qu'elle nous donne C'est pas des. forcément elle la suivante, hein. Eh bien, tant Eh, pis, ça eh. sera tant pis. Il faudrait mieux que ce soit Euh, quelqu'un qui soit un petit peu avancé, je pense, en Ayurveda. Parce on que, verra bien. si, parce que la question, elle est par rapport à ça, comme j'avais pensé que ce serait d'après. Des conseils en fait aux jeunes praticiens voilà, qui s'installent pour développer leur activité, ou même des conseils de Juste, oui, des pratique, conseils. ouais, des conseils, voilà, à quelqu'un qui serait plus expérimenté que nous. Ok, super. Eh ben, je retiens. Eh bien, merci à toi. Merci à tous ceux qui sont Merci présents. Noélie, merci à tout le monde. Donc, comme d'habitude, en rediffusion sur YouTube, là, je suis en pseudo-vacances, donc je traînerai peut-être un peu plus pour publier, mais vous inquiétez pas, ça sera fait. Et donc, merci encore à tous pour votre présence. Merci à ceux qui revisionneront après sur YouTube. Merci à toi pour ta présence. Merci à Annie de m'avoir. C'était Annie, hein, toi qui m'as recommandé, Annie, ouais. si je me trompe pas. Voilà. Et Bah, puis, écoute, ben sympa ta voilà. question, un peu facile, mais sympa. Belle soirée à toi, belle soirée à vous tous. Et namasté. Bonne Merci soirée, encore. bonne soirée à tous. Au Au revoir revoir. Noélie, à bientôt.